Début XXe, Alexandra Davinel franchit à plusieurs reprises la frontière alors interdite de l'Himalaya. Ses récits de voyage levèrent le voile sur une culture jusqu'alors méconnue, si déroutante, mystérieuse, tapie derrière roches acérées, glaces et airs raréfiés. En 1950, ce pays, le Tibet, est annexé par l'armée chinoise. 9 ans plus tard, son chef temporel et spirituel, en proie à une insurrection violente réprimée par Pékin, s'exile en Inde. L'Occident se fascine alors pour ce pays martyrisé, sa culture, ses traditions et sa représentation si particulière du bouddhisme. Dans les années 60, en pleine effervescence d'une recherche de modes de vie alternatifs, de nouvelles perceptions et spiritualité, l'on voit fleurir des drapeaux tibétains. Émergent alors leaders spiritualistes, groupes New Age, villages hippies et diverses communautés religieuses. C'est dans ce contexte qu'un jeune réparateur de télévision, du nom de Robert Spatz, ouvre en 1960 un centre d'études de yoga à Bruxelles. Charismatique, à la parole facile, il a su facilement accréter autour de lui des adeptes de cette nouvelle discipline. Après un premier voyage en Inde, il réussit à rentrer en contact avec l'une des éminences du bouddhisme tibétain, Kunju Rinpoché, de qui il affirme recevoir la transmission. À son retour, il s'auto-intronise Lama Kunzen Dorje, s'attribue divers pouvoirs issus de son supposé niveau de réalisation, puis transforme son centre en un centre tibétain qu'il nomme Ogyen Kunzen Shaolin, plus connu sous l'acronyme OKC. En peu de temps, il a réussi à créer un bouddhisme dévoyé à sa seule gloire. L'OKC prospère rapidement et essaime l'Europe, créant des centres en Belgique, France, Espagne, Portugal. L'argent circule. Afin de maintenir son emprise, la doctrine de Spatz consiste notamment à isoler les adeptes du monde extérieur et de leur famille. Dès leur plus jeune âge, les enfants de ceux-ci sont retenus loin de leurs parents, sans contact avec le monde extérieur. Ils sont placés en France dans un domaine du doux nom de Château de Soleil. En 3 décennies, c'est une centaine d'enfants qui se succédèrent dans ce lieu qui leur est spécialement destiné. Seuls y vivent des enfants et quelques éducateurs. Ce lieu bucolique cache une noirceur terrifiante. Parfois des adeptes en phase terminale y sont envoyés, transformant ainsi Château de Soleil en mouroir. Les enfants, eux, sont privés d'une éducation digne de ce nom. Ils doivent se conformer à la doctrine stricte du gourou. Contraints à des heures de prière quotidiennes, ils subissent sévices physiques, psychologiques et sexuels. À l'adolescence, ceux-ci sont alors transférés dans diverses infrastructures de la secte disséminées dans toute l'Europe. Certains deviendront moines, d'autres étudieront le sanskrit, mais la plupart travailleront bénévolement pour l'OKC. Cependant, une partie de ces jeunes auront l'insigne honneur de travailler dans le palace de Robert Spatz au Portugal. Les jeunes filles seront alors abusées au nom d'un tantrisme dévoyé. C'est en 1997 que des perquisitions d'envergure auront finalement lieu à Bruxelles et au monastère du Château de Soleil à Castellane. Aujourd'hui, ces enfants, maintenant adultes, ont trouvé le courage de crier leur douleur. Ils se sont portés partie civile afin de faire valoir leurs droits et d'être reconnus en tant que victimes à l'enfance torturée. Depuis 2016, procès, plaidoiries et appels en cassation se succédèrent. Extorsion, faux et usage de faux, blanchiment d'argent, prise d'otages d'enfants avec circonstances aggravantes de torture, abus sexuels et viols de jeunes adolescentes sont parmi les diverses chefs d'accusation et centaines d'actes répréhensibles pour lesquels Robert Spatz est poursuivi. En 2022, il devrait d'ailleurs se pourvoir en cassation devant la justice française. Séparés de leurs parents, mal nourris, mal soignés, battus, violés, exploités, c'est l'un de ces enfants que j'accueille. Il va témoigner de ce qui fut son quotidien, son vécu, et du combat qu'il mène avec ses camarades d'enfance et d'infortune depuis 30 ans. Ricardo, merci d'être parmi nous et de témoigner à visage découvert. Nous allons traiter d'un sujet qui est incroyablement difficile et dense. Il ne sera donc pas possible d'aborder tous les aspects, comme l'organisation tentaculaire de l'OKC, la position des officiels du bouddhisme tibétain, ainsi que les enquêtes parfois bâclées, de nombreux procès, jugements, mais aussi votre point de vue très critique envers la justice belge et française.
Alors pour commencer, je pense qu'il est important que vous nous disiez avec vos mots qui est Robert Spatz et qu'est-ce que l'Ocassé. Alors, déjà merci de me donner cette opportunité d'expliquer cette histoire sans fin. Qui est Robert Spatz? Qu'est-ce que l'Ocassé? Alors Robert Spatz est un Belge qui dans les années 60 est un espèce de réparateur de TV et autres objets électroniques. Quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu quoi que ce soit d'exceptionnel, plutôt quelqu'un d'assez insignifiant en fait. Et il va rencontrer, d'après les recherches qu'on a fait, il va rencontrer un certain dénommé Lama de Schaerbeek, qui lui est déguisé en lama tibétain. Il est habillé en rouge, etc. Et il a une assemblée devant lui. Il n'a aucune légitimité dans sa position. Il n'a rien étudié. Il n'est pas reconnu par une quelconque école. Il n'a aucun doctorat. Il a absolument rien. C'est quelqu'un qui se fait passer en fait, en quelque sorte, pour un bouddhiste et qui rassemble dans ces années-là, les années 60-70, des gens qui sont intéressés par l'orientalisme, par l'hindouisme, par le bouddhisme. Et Robert Spatz, en fait, il va rentrer en contact avec ça. Je pense qu'il va être très impressionné. Il va être aussi lui-même très impressionné par ce lama de Schaerbeek. Et ça va lui donner des idées. Et donc, il va se dire, je vais aller à la recherche de la source, en quelque sorte. Je vais aller en Inde. Et je vais aller à la source et je vais la ramener ici en Occident pour ramener le bouddhisme tibétain en Occident. Et donc c'est quelque chose qu'il va faire progressivement. Il va d'abord créer ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé le Om Dorje Institute, qui était une espèce de centre de yoga. Autour de lui, il est déjà flanqué de quelques disciples ou en tout cas de quelques amis de la même génération que lui, qui sont intéressés par la macrobiotique, par le yoga, par l'hindouisme, par toute une série de choses. Et donc, ensemble, ils vont faire ce Om Dorje Institute qui va attirer ses premières ouailles. Dans cette période-là, il va faire ses voyages. Alors, ces voyages, ça peut donner l'impression que Robert Spatz aurait passé un temps considérable en Inde et qu'il aurait reçu ce qu'on appelle des transmissions dans le bouddhisme tibétain. Des recherches plus poussées en fait démontrent qu'il n'en est pas pour plusieurs raisons. Non seulement le maître tibétain qu'il va rencontrer à Darjeeling en Inde ne parle pas le français, ne parle pas anglais, vient à peine de s'exiler du Tibet. Il ne parle que tibétain. À l'époque, des occidentaux capables de parler tibétain, ça se compte même pas sous les doigts d'une main. Prétendre qu'il aurait reçu des transmissions, je sais pas moi, mentales ou psychiques et qu'il aurait jamais eu besoin de les traduire du tibétain est une affabulation qui fait partie du mythe de Robert Spatz à l'intérieur de la Ocassé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est quelqu'un qui va rester via les visas de touristes de l'époque. Il va peut-être rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum en Inde. Ça vaut la peine de se poser la question si pendant ces 3 semaines il reste effectivement que à Darjeeling auprès de ce lama tibétain, ou est-ce que en fait il est logé à l'hôtel et que très difficilement il va dans les montagnes pour aller retrouver cette référence du bouddhisme tibétain qui vit d'une manière plutôt ascétique et très simple. Et donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'origine de la création du mythe de Robert Spatz, qui va lui permettre de devenir Lama Kunzang. Donc en fait, il va revenir de ses voyages en Inde. Quand je dis ses voyages, il faut pas imaginer 50 voyages, je dirais plutôt 2-3 voyages. Et il va revenir d'Inde avec une mission, soi-disant, qui lui aurait été donnée par ce lama tibétain, qui aurait pointé sur une carte, lui qui ne connaît pas la France, qui ne connaît pas, si ça se trouve c'était la première carte du monde qu'il voyait, si jamais cette scène s'est réellement passée, il aurait pris son doigt et il aurait mis son doigt sur une carte en France et boum, il aurait posé son doigt en fait sur le domaine de la claire lumière, le château de soleil,
propriété que Robert Spatz va acquérir début des années 70 dans le sud de la France, et propriété qui va devenir, donc c'est 21 hectares entouré de montagnes, l'endroit est exceptionnellement beau, et voilà, c'est un endroit préservé, une nature vraiment préservée, vraiment intacte. Et c'est à cet endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure d'eau, il y a rien de tout ça. C'est là que il y a une vieille bergerie, il y a un vieux château à moitié inhabitable, toute une partie du château qui est complètement un danger en fait. Et donc ils vont un petit peu restaurer tout ça. Et en fait, la OKC, donc pour revenir à l'origine de la OKC, si la OKC commence à Bruxelles, en Belgique, et que au début elle s'appelle Homdorje Institute, au début des années 70, il va avoir la création formelle de l'association, l'équivalent d'une association de loi 1901 en France, une ASBL en Belgique, la Ogien Kunzang Trilling, qui va être légalement créée et qui va rassembler les différentes activités de yoga, mais aussi rapidement vont en fait, cette communauté en Belgique, elle va commencer à attirer des gens qui sont, il y a de tout, il y a des gens qui sont en décrochage de leur famille, des gens qui sont en décrochage du système, il y a des gens qui essaient de sortir de la drogue et qui se sont retrouvés dans cette communauté accueillis et parfois revitalisés et ont arrêté, on va dire, leur toxicomanie. Donc il y a toutes sortes de gens en fait. Il y a aussi des architectes, il y a aussi des médecins, il y a aussi des gens tout à fait qualifiés qui viennent de familles tout à fait très presque même, je dirais, un petit peu aristo, ou en tout cas des familles bourgeoises, qu'elles soient belges, qu'elles soient portugaises, qu'elles soient françaises, des personnes qui viennent de familles tout à fait normales entre guillemets, et ces gens vont larguer leur passé, leur vécu, parfois les liens, souvent je dirais même les liens avec leur famille d'origine, et vont s'intégrer à la communauté de Robert Spatz, d'abord à Bruxelles, et en fait rapidement va se créer une situation où on va dire les premiers adeptes de Robert Spatz sont là, mais sont aussi là des contemporains de Robert Spatz, des amis, des personnes avec qui il a construit tout ça. Et petit à petit, il commence à y avoir du monde, et il faut nourrir ce monde, et puis il faut les loger, et puis ces gens sont mine de rien en train de donner tout leur temps à Robert Spatz, donc il faut bien qu'il les loge quelque part. Et donc Robert Spatz détient une richesse personnelle, il détient toute une série d'immeubles à Bruxelles, une trentaine d'immeubles, et donc à ce moment-là, rue de Livourne va se mettre en place non seulement l'espace de yoga, le temple, par la suite viendra via l'héritage d'une adepte, viendra d'autres immeubles qui seront par la suite transformés en magasins bio et en restaurants végétariens, macrobiotiques. Et donc on assiste en fait au bourgeonnement d'une infrastructure qui rassemble d'un côté l'aspect pratique religieuse et bouddhisme tibétain importé avec le peu de connaissances que Robert Spatz a du bouddhisme à ce moment-là, et donc ils vont amener ça dans une espèce de bouillie qui mélange largement du théière de Chardin à du j'ai oublié ce réalisateur français qui a fait plusieurs films sur les Tibétains, Arnaud Desjardins, toute une série de pensées orientalistes, hindouistes, etc. vont en quelque sorte se mélanger et vont créer en fait le bourgeonnement d'une espèce de ce que par la suite nous qui sommes nés à l'intérieur de cette communauté secte on a appelé du spatzisme, parce qu'en fait quand on compare ces revues qui étaient éditées par la OKC à ses origines, quand on compare ça à du bouddhisme tibétain ou à du bouddhisme pur, on va dire, on est déjà très loin du bouddhisme en fait. On est déjà dans une espèce de grosse bouillie New Age qui mélange vraiment des tas d'influences d'un peu partout. Et donc tout ça véhicule des croyances, tout ça attire aussi toute une série de personnes qui sont attirées par ces croyances, et donc rapidement,
il va rassembler à Bruxelles, il va rassembler d'abord une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, ça va commencer à grandir. Et puis, fin des années 70, on se retrouve à ce que, il commence à y avoir des couples, il commence à y avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants? Et puis, surtout, comment Robert Spatz va continuer à extraire de la valeur de ses adeptes et des activités, restaurants bio, restaurants végétariens, magasins bio, etc. Comment il va extraire de la valeur de tout ça si en fait, tous ces gens deviennent parents, s'occupent de leurs enfants et que la communauté à ce moment-là n'a pas de revenus propres. Et donc c'est pour ça que les restaurants sont mis en branle et tout ça. Et en fait très tôt, toutes les activités qui sont mises en place rue de Livourne, que ça soit de la médecine chinoise, de la médecine tibétaine, des massages, une société de rénovation de bâtiments, les magasins bio, végétariens, etc. Tout ça va permettre à Robert Spatz en fait d'employer tous ces gens, sauf qu'en fait ils sont pas, j'utilise le mot employé, mais je suis en train de littéralement me tromper, parce que tous ces gens n'ont aucun statut d'employé, ils ont même pas de statut d'indépendant à cette époque-là, ils sont même certains sont même illégaux sur le sol belge, parce qu'ils sont portugais, ils viennent tous de différents pays, et lui en fait il fait vivre tous ces gens-là. Au début rien n'est déclaré, c'est vraiment le grand n'importe quoi. Et Robert Spatz, il va commencer à ponctionner de la valeur sur tout ça. Tous ces gens sont en train de travailler pour lui, et il n'a pas de salaire à payer, la seule chose qu'il a à faire, c'est à les héberger. Alors il les héberge dans ses maisons, qui sont à lui, qui vont être retapées en quelque sorte, pour créer plein de petites chambres à l'intérieur de maisons de maîtres typiques qu'on peut retrouver à Bruxelles, qui sont des maisons plutôt spacieuses et au plafond élevé, etc. Et tout ça, en fait, va être redimensionné pour créer plein de petites chambres dans lesquelles il va caser ses adeptes qui passent leur temps en fait entre le temple du matin, ce qu'il a appelé par la suite le karma yoga, qui est en fait le fait de travailler et de transformer son travail comme une pratique, voir son travail professionnel comme une forme de pratique du bouddhisme en fait, qui est un concept purement spatiste, qui n'existe pas à proprement parler dans le bouddhisme d'origine. Et donc tous ces gens sont complètement le temple du matin, la contribution dans les différents secteurs de la OKC, le temple du soir, tout ce qui est manger de la viande c'est interdit, aller au cinéma, aller au restaurant, enfin toutes les activités qu'on peut retrouver dans une ville comme Bruxelles dans les années 70-80, tout est interdit, c'est-à-dire que ils ne sont autorisés à rien faire. Et donc si des gens exercent une certaine forme de liberté, ils le font dans le secret, ils le font cacher des autres adeptes, ils le font cacher de Robert Spatz, et ils espèrent que ça va jamais se savoir. Et donc, avec qui tu fais ces entorses, on va dire, à la règle, est très important, puisque tu ne veux pas le faire avec une balance qui va aller ensuite raconter ça au responsable, ou en tout cas à la personne hiérarchiquement plus importante, qui va potentiellement le rapporter, lui, à Robert Spatz. Et donc, il y a déjà à cette époque-là une centralisation gigantesque sur la personne de Robert Spatz, et tout revient vers lui, c'est-à-dire que toutes les petites disputes, les petits problèmes, les petites histoires entre adeptes, les jalousies, les machins, puis celui-ci il a un poste, et l'autre il a pas de poste, et lui il a touché de l'argent, et lui il a pris de l'argent à la caisse. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Tous ces gens sont dans une espèce de, déjà en fait, ils vont créer une situation où ils créent une dépendance complète à Robert Spatz. Et donc déjà à cette époque-là, qui sort avec qui peut être en couple avec telle personne, tout passe par Robert Spatz. Je veux faire un enfant, faut d'abord demander à Robert Spatz. L'enfant va naître, quel va être son nom? C'est Robert Spatz qui va lui donner son nom. On est déjà dans cette histoire-là, on est déjà dans cette situation-là à la fin des années 70. Et donc forcément, avec l'arrivée avec l'arrivée plus massive d'enfants dans les années 80, dans le sens où il y a toute une génération qui va naître, on va dire fin des années 70, début des années 80. Il faut faire quelque chose parce que tout ça, tous ces enfants, ça coûte aussi. Il n'est pas question de les mettre dans les écoles publiques parce que c'est le samsara, c'est la société, c'est la pollution, c'est la souffrance, c'est l'ignorance, le monde extérieur. Ça, c'est pas là qu'il faut mettre ces enfants. Il faut les amener dans le monastère de Château de Soleil. Il faut les faire grandir là-bas. Et donc, on peut dire que
les premiers enfants qui vont arriver à Château de Soleil, je vais temporairement laisser la Belgique de côté. Je pense j'ai un petit peu mis les fondations de qu'est-ce qui se passait en Belgique, principalement des secteurs d'activité et des adultes avec des œillères qui font leur travail. Cette valeur, elle est complètement extraite et elle n'est pas du tout utilisée pour foncièrement se dire tiens, on va vraiment donner une éducation à ces enfants avec des professeurs exceptionnels, avec un niveau d'éducation exceptionnel, etc. C'est pas du tout ça. Mais après, ce délaissement, il se voit dans tout. C'est-à-dire que les buildings, les façades, les fenêtres, tout ce qui n'appartient pas à Robert Spatz, en fait, et qui est utilisé par la communauté, en général, il est délaissé. C'est-à-dire que ça s'use et personne n'est là pour l'entretenir. Personne n'est là pour donner de la valeur, pour faire en sorte que la valeur qui est créée par l'ensemble de la communauté puisse être réinjectée et faire profiter à tout le monde d'un certain confort de vie, d'une certaine qualité de vie, etc. C'est pas du tout le but. Le but, c'est pratique, tais-toi, travaille, et si tu as un enfant, tu t'en sépares au plus tard à ses 5 ans, si pas plus tôt. L'idéal, c'était plus tôt, comme ça montrait que l'adepte était bien motivé, et tu t'en sépares et tu l'envoies à Château de Soleil, dans le sud de la France. Pouvez-vous nous parler un peu de vos parents? Comment étaient-ils? Et comment ils sont rentrés en contact avec Robert Spatz? Alors moi, mes parents, je vais séparer, on va dire, l'arrivée de ma mère et l'arrivée de mon père, qui sont deux histoires différentes. Je connais pas hyper bien comment mon père exactement arrive dans la OKC, dans le sens où c'est quelqu'un, en fait, qui n'a jamais véritablement intégré totalement la communauté. Il est toujours resté un satellite qui ponctuellement faisait des apparitions, en tout cas arrivait, on va dire, à Château de Soleil ou à Bruxelles et essayait de donner sa contribution. C'est quelqu'un qui avait aussi une ambition, qui voulait un petit peu être le chef, et donc qui se prenait la gueule avec d'autres personnes qui voulaient aussi être le chef. Il y avait beaucoup de concurrence et de manière de fonctionner qui était assez malsaine, je pense, entre les premières générations d'adultes qui tenaient les différents secteurs, qui faisaient fonctionner tout ce petit monde, et qui étaient sous la direction de Robert Spatz. Mon père n'a jamais été sous la direction de Robert Spatz, il n'a jamais été non plus un chef à l'intérieur de tout ça, même s'il aurait bien voulu l'être. Et comme il trouvait pas sa place, en quelque sorte, il finissait toujours par s'écarter et s'occuper de son propre business, c'est-à-dire qu'il était musicien. C'est quelqu'un qui vient d'une famille assez riche, Portugal, qui parmi ses voyages en tant que musicien, il est confronté à différents courants hippies. Il va se marier au moment où il se retrouve à l'armée. C'est quelqu'un qui sort de la maison, basiquement. Il est encore vraiment, il a beau être un adulte, c'est un bébé dans sa tête, et il sort de la maison, il se retrouve marié, et puis quelque temps après, il se retrouve avec son premier enfant. Et très rapidement, il va se retrouver en contact avec cette communauté par des gens, des Portugais, il y a beaucoup de Portugais dans cette communauté qui vont ils vont se passer le mot, en fait. Je sais pas très bien comment, parce qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de téléphone mobile, il y a pas de technologie et tout ça, mais le mot circule et cette communauté, elle fait parler d'elle. Le mot circule, tous ces Portugais se connaissent entre eux d'une façon ou d'une autre, et donc petit à petit. Mon père, c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, voir qu'il n'a pas vraiment sa place, il va essayer différentes choses, il va toujours rester un espèce de satellite. Un été, il se retrouve, on est en 1978-79, il va se retrouver pour un de ses séminaires d'été à Château de Soleil. À ce moment-là, à Château de Soleil, il y a des parents qui vivent sur place, toute petite minorité, hein, ils sont très peu, ils sont même pas une dizaine. Ils vivent sur place avec leurs enfants. À ce moment-là, la séparation des parents et des enfants n'est pas encore de mise. On est vraiment début des années 70. Il faut pour vivre sur place, on est vraiment dans l'utopie concrète, hein, donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a une rivière, il fait froid en hiver, enfin c'est rude, hein, c'est vraiment rude. Et tous les étés, ça attire tous ces gens qui sont intéressés par le bouddhisme, par l'hindouisme, qui ont entendu parler de la OKC. Et donc ça brasse, le mot circule et ces gens se donnent rendez-vous à Château de Soleil en été. Et donc mon père va rencontrer
va rencontrer ma mère dans cette situation-là. Ensuite, ils vont retourner à Bruxelles où ma mère va constater l'infrastructure qui est en place, les restaurants bio, toutes ces choses-là. Et très vite, en fait, elle va tomber enceinte. À ce moment-là, elle a 16 ans. Elle est mineure. Ça inquiète quand même un peu la communauté, et donc ils vont organiser une espèce de ristourne. Je sais pas si ça se faisait comme ça à l'époque. Je sais même pas comment le système pouvait accepter ça, mais en tout cas, Robert Spatz se présente un petit peu comme mon tuteur légal, puisque ma mère est mineure. Bon, très honnêtement, mon père, lui, il est majeur. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas plus de place, et pourquoi il n'assume pas son enfant. Le fait est que en 1981, donc moi je vais naître à Bruxelles, dans la communauté, sur une table de cuisine, naissance à la maison, hein, comme c'était le cas de quasiment tous les enfants qui sont nés dans la OKC. Très vite, je vais recevoir un nom tibétain de la part de Robert Spatz. Je vais recevoir mon petit cordon rouge béni par Robert Spatz qu'on va m'accrocher autour du cou et qui va m'accompagner pendant presque les 15 ans qui vont suivre. Et donc je nais à Bruxelles, je vais avoir des complications de santé, des problèmes, je dois me faire opérer, je vais rester 6 mois à l'hôpital. On peut dire que déjà, on pourrait même dire qu'en fait déjà la blessure entre parents-enfants, elle est déjà presque de mise à ce moment-là, puisque ma mère doit travailler dans les secteurs, elle a très peu de temps pour me voir, elle ne peut pas allaiter. Toute cette situation ne favorise pas déjà, on va dire, une mise en lien, enfin une mise en connexion qui soit saine et bonne pour les deux parties. Et comme c'est d'usure, on va dire, à OKC Bruxelles, ma mère est envoyée avec mon père à ce moment-là à Château de Soleil en 1981. Et voilà, je suis considéré comme un enfant qui pleure beaucoup, qui est très instable, qui est difficile. Je suis probablement déjà assez traumatisé par le fait d'avoir à peine eu une relation avec ma mère dans les 6 premiers mois de ma vie, en fait. Et donc, dès qu'elle s'écarte de moi, je suis un enfant qui est extrêmement insécurisé. Et tout ça ne va pas spécialement adapter une quelconque situation à ma personne. Ma mère va rester avec moi à Château de Soleil jusqu'à mes 5 ans. Et là, c'est vraiment la limite. C'est vraiment la grosse limite. Il faut qu'elle parte travailler dans les secteurs de travail de la OKC. Et donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que j'arrive à Château de Soleil. Et mes premiers souvenirs, en fait, commencent plus ou moins à ce moment-là, où je me rappelle du premier jour de la séparation de ma mère qui rentre dans une voiture, et puis je ne la verrai plus pendant 1 an, et où la responsable, en quelque sorte, des enfants, qui est une dame à ce moment-là qui s'occupe de quasiment tous les enfants et qui est aussi une dame pas mal détestée par tous les parents parce que c'est elle qui suit directement les ordres de Robert Spatz de mise en séparation des parents et des enfants et qui veille à ce que il n'y ait pas trop de démonstration d'affection, qu'il n'y ait pas trop de maternage des parents biologiques et que les enfants restent dans des groupes et qu'ils suivent leur horaire, qu'ils suivent leur vie d'enfant à Château de Soleil et que les parents, même s'ils sont de visite, il faut pas trop déranger, quoi. Donc c'est le ton il est déjà comme ça fin des années 70 et il y a des scènes dont moi je ne suis pas le dépositaire en termes de mémoire, mais qui sont connues et qui sont des souvenirs de parents qui essaient de se révolter, qui essaient d'embrasser leur enfant avant d'aller se coucher, et t'as le responsable qui l'en empêche, et qui garde l'enfant proche de lui, et qui fait comprendre aux parents que c'est une démonstration d'affection déplacée. Enfin, il y a vraiment une espèce de
de choses très malsaines qui est mise en place par Robert Spatz, qui est exécutée par cette femme, et qui va donner le ton, qui va influencer tout ce qui va se passer par la suite à Château de Soleil, et qui va effectivement en fait mettre en place cette culture de la séparation des parents et des enfants. Vous avez des frères et sœurs qui vous ont aussi suivis à Château de Soleil. Est-ce qu'il y avait des parents sur place? C'est-à-dire, il y a une exception qui se compte sur les doigts d'une main, donc il y a certains responsables ou professeurs, donc des personnes leur rôle est d'enseigner ou l'histoire ou la géographie ou le français à l'école, et eux-mêmes sont parents. Et donc, il y a des rares exceptions, je pense qu'on peut en compter, je dirais 5, 6, sur tous les enfants qui sont passés par Château de Soleil, ils sont quand même 80, entre 80 et 100 même, entre des enfants genre ce que j'appelle des satellites, des personnes qui n'étaient pas vraiment des adeptes résidents, mais qui tournaient quand même autour de la OKC et qui parfois laissaient leurs enfants sur place, on peut monter à 100. Mais dans le cœur, on va dire, de ces 80 enfants qui sont là, et dont les parents sont des adeptes et vivent dans la OKC, etc., il y a le prof de maths, il y a la prof de français, il y a l'autre prof de français, c'est pas beaucoup le nombre d'enfants qui ont vraiment un parent sur place. C'est vraiment, c'est même pas qu'ils sont une minorité et qu'il y aura un groupe de de ces enfants, c'est qu'ils sont vraiment 2, 3, 4, allez, de ma génération, à ce que voilà, leurs parents sont effectivement sur place en tant que professeurs et en tant que responsables, et ils sont censés aussi obéir à ces indications. Donc même si leur enfant est sur place, ils sont pas censés leur montrer ou passer plein de temps avec eux, ou les inviter dans leur propre maison, dans leur propre chambre, on va dire, en tant que parents. Ces moments de relation entre parents et enfants à Château de Soleil, même pour ceux qui avaient des parents sur place, se passaient comme si c'était des instants volés, que l'enfant prenait comme ça, chipait, on va dire, à la situation, et ça ne se faisait pas spécialement en public, ça ne se voyait pas spécialement en public une relation forte entre des parents et des enfants sur place. Donc tout était comme ça très feutré. Est-ce que vous aviez la possibilité de rentrer fréquemment et facilement en contact avec votre famille? Non. C'est-à-dire, une fois que ma mère part, je ne la verrai que quand c'est organisé que, par exemple, les enfants vont aller à Noël visiter leurs parents à Bruxelles. Donc on est à 2000 kilomètres de nos parents, et le processus par lequel toi tu vas à Bruxelles ou pas est absolument obscur. Moi, il y a des années où j'ai pas été. Alors pourquoi j'ai pas été? Est-ce que ma mère a décidé que je n'y allais pas? Est-ce qu'ils ont oublié de louer un bus suffisamment grand pour prendre tous les enfants et les amener une fois par an chez leurs enfants? C'est quand même assez cocasse, on va dire, que une communauté qui génère quand même un chiffre d'affaires considérable déjà à cette époque-là n'est pas capable de louer une camionnette ou 2 camionnettes ou même 3 camionnettes ou même 20 camionnettes, j'en ai rien à cirer, pour faire en sorte que il y ait effectivement des visites régulières qui auraient peut-être atténué un petit peu l'horreur de cette expérience. Il s'avère en fait que voilà, on va à Bruxelles une fois par an. Ça arrivé certaines années qu'on y a été 2 fois. La majorité des enfants avaient ce rythme-là de visite par rapport à leurs parents. Il y avait certains enfants dont les parents étaient un petit peu mieux placés, on va dire, dans la hiérarchie au KCN, qui faisait que, ou bien parfois qui avaient des grands-parents qui avaient une grande gueule, qui se disaient, mais attends, c'est quoi cette histoire? Je vois plus ma petite fille maintenant depuis X temps. C'est quoi cette communauté? Où est-ce que tu as mis ton enfant? Donc il y avait des pressions en fait de grands-parents qui arrivaient jusqu'à Robert Spatz par les parents concernés. Et lui, pour préserver la situation, il se disait, bon, ceux-là, vaut mieux leur envoyer leurs petits-enfants une fois par an, parce que sinon on va avoir des soucis, quoi. Et donc il était extrêmement malin pour gérer cet aspect. Mais si loin de vos parents, comment receviez-vous réconfort et tendresse? Moi, moi, la tendresse et le réconfort, c'est quelque chose qui fait pas partie de mon expérience, ni à Château de Soleil, ni au Portugal par la suite. Dans le sens où celle que je retirais, c'était plus dans la complicité, les amitiés qu'on avait entre nous, qui était quelque chose qui était caché du monde des adultes en quelque sorte. C'était quelque chose qui s'opérait, une complicité qui s'opérait entre les enfants,
dans les jeux, au contact de la nature, les instants volés qu'on pouvait se prendre, et dans lesquels on créait des liens et dans lesquels on créait des relations d'amitié qui étaient très fortes. Et je pense aussi que tout comme voilà, des personnes qui, par exemple, vivent des expériences difficiles, que ça soit aller à l'armée, par exemple, et se retrouver sur un véritable terrain de combat, une véritable guerre, et vivre ça en tant que groupe, ça crée une sorte de lien et de connexion très très forte qui va même perdurer parfois pendant, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je pense que dans cette situation-là d'enfants qui sont coupés d'affection, qui sont coupés du réconfort et du rôle des parents, je pense que entre nous, on va créer les deux, c'est-à-dire qu'on va autant créer des solutions de remplacement, c'est-à-dire pour quand même se donner un petit peu de réconfort, mais en même temps, on va aussi se renvoyer les uns aux autres la violence du monde qu'on vit, en fait. Et donc, les pleurs sont cachés, un garçon qui pleure, c'était vraiment, bon, déjà, on peut retrouver pas ce concept, mais ce stéréotype n'importe où ailleurs dans la société. Il y a vraiment eu, voilà, on hérite de sociétés patriarcales. Je pense que là, il y a vraiment une transposition aussi de tout ce genre de phénomène qui fait que, bah, les enfants, ils essayent de tenir le coup, quoi. Ils s'adaptent au monde qu'on leur sert, en quelque sorte. Ils peuvent pas vraiment l'influencer, avant d'arriver, en tout cas, à un certain âge. Et donc voilà, pour moi, l'affection, elle est, oui, quand mon grand frère est sur place, il va rester à Châtelet jusqu'à ses 12 ans, moi, je le vois comme mon grand frère. Quand beaucoup plus tard, quand j'ai 7-8 ans et que ma petite sœur et mon petit frère vont arriver, ben moi, je suis un petit peu leur protecteur et je suis le grand frère. Et on va dire que la relation de fraternité que j'ai avec mon petit frère et ma petite sœur sont le résidu, on va dire presque nucléaire, de ce qu'il me reste comme famille. Mais c'est tout. C'est-à-dire que dans cette aventure-là, on est 3 à faire partie de la même famille, mais moi, c'est comme si c'était moi l'adulte, et que c'est à moi de les protéger, c'est à moi de surveiller si jamais ils vont se faire punir, et je le prends très très à cœur, quoi. Je le prends vraiment, je dois les surveiller pour être certain que ce qui m'est arrivé de mal à moi, je ne veux pas que ça leur arrive à eux. Et moi, j'ai à peine 8 ans dans ces années-là. En ce lieu de mise à l'oubli, quelles étaient les explications de vos instructeurs? Quel était concrètement le but? Y avait-il une finalité à cela? Alors ça, c'est une question difficile parce que déjà, on a eu énormément d'instructeurs différents. C'est-à-dire que je pense que dans l'éducation d'un enfant, c'est quand même vachement important la stabilité et le fait que ce soit certains repères qui restent et qui sont là, hein, que ce soit autant dans les parents que les professeurs à l'école et toutes ces choses-là. Mais alors nous, c'était carrément, il y a eu des années, je rappelle qu'on avait compté ça, en quelques années, on avait eu 14 responsables, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont passés juste quelques mois, qui ont été désignés pour s'occuper de nous, c'est un grand terme, et puis qu'après, qui pètent un plomb, ou qui étaient éjectés de là par reverse-pattes, ou 36 000 raisons qui faisaient que ces gens ne tenaient pas, et au lieu de changer de système, ils continuaient. Et en fait, très souvent, en fait, on se rend compte qu'à Châtelet, personne ne voulait s'occuper des enfants. Et donc c'était toujours la personne qui se disait, bon ben voilà, la pression sociale, il faut que quelqu'un se mette en avant, il faut que quelqu'un se désigne volontaire. Et ce système de je me désigne volontaire faisait que du coup des personnes totalement inadaptées, avec aucune pédagogie, avec eux-mêmes leur propre trauma, se retrouvaient à s'occuper, je dis pas de s'occuper de 3 enfants ou de 1 enfant, de s'occuper de 10. Mon groupe, à moi, à un moment donné, on était 17 garçons. Comment tu veux t'occuper de 17 garçons, 24 heures sur 24, week-end compris, sans week-end d'ailleurs, week-end n'existait pas. Comment tu veux t'occuper de 17 enfants, tous les jours, sans pause, sans péter les plombs? Alors je dis pas ça pour justifier les horreurs qu'il nous a fait subir, mais quand même, la situation est terrible. Qui s'occupe de 17 enfants? On demandait à n'importe quel chef scout, ou à n'importe, je sais pas, ou à n'importe quelle, famille nombreuse, à quel point c'est supportable, jusqu'où on peut aller pour s'occuper d'autant d'enfants sans mettre, on va dire, une structure et une pédagogie, un système en place. Ben là, il n'y avait pas, c'est-à-dire que le responsable, entre guillemets, il les faisait à sa sauce. Et donc les punitions étaient à sa sauce.
pas que à sa sauce, c'est-à-dire que il héritait de toute une idéologie qui était que les enfants devaient être éduqués à la dure. Ça, c'était l'idéologie de Robert Spatz, mais c'était aussi l'idéologie de certains parents. Et donc tous ensemble, ils trouvaient normal, en quelque sorte, que l'éducation soit dure. Et du coup, en fait, ce qui commençait par des petites dérives d'instructeurs devenaient des dérives en fait qui concernaient toute la communauté et qui étaient cachées par les uns et les autres et que chacun fermait les yeux et chacun s'occupait de son nez ou s'occupait de son groupe d'enfants. Et à aucun moment il se disait mais qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et donc par exemple, on prend l'éducatrice d'une grande partie des enfants à Cheveux de Soleil, elle a hérité la méthode soi-disant d'éducation de la femme qui était là avant elle, qui s'occupait d'encore plus, d'un nombre d'enfants encore plus élevé, et elle est arrivée dans un système qui tournait déjà, qui était déjà imposé par Robert Spatz. Et donc elle est arrivée, et elle a juste continué la mise en place qui était déjà présente. Et donc ça voulait dire que voilà, séparation des parents et des enfants, une forme de non-affection, une forme de non-démonstration de sentiments, non-démonstration de réconfort, et donc un déni en fait du droit de l'enfant, des besoins de l'enfance, et donc tout ça, on s'habitue, et du coup les responsables qui vont arriver par la suite, eh ben ils vont juste reprendre la méthode qui était déjà avant eux et ils vont la continuer. Et donc en fait, ce qui commence comme une mauvaise recette, se termine comme un très mauvais plat. Voilà. L'on vous explique aussi que vos parents sont pollués, corrompus par leurs émotions et le monde occidental. Oui, alors ça c'est donc là c'est la théologie de Robert Spatz, c'est que nos parents, et alors nous on entendait ça en tant qu'enfants, on entendait ça dans des espèces de ce qu'ils appelaient des enseignements. Les enseignements, c'est quand ils rassemblaient toutes les ouailles, que ce soit dans le temple ou ailleurs, ils les rassemblaient toutes et ils commençaient ces sermons. Et dans ces sermons, il y avait plusieurs étapes. Il y avait c'est toujours un petit peu le même schéma. Si on les réanalyse aujourd'hui, il y a toujours une part d'avoir une forme de louange à tous ceux qui sont présents et à leur chance exceptionnelle qu'ils ont d'être là. Et puis il commence évidemment toutes ces allocutions commençaient par fils et filles de nobles familles, ou chers fils et filles. Enfin, c'était vraiment le mec se posait vraiment comme le pater de tout ça, quoi. Et ensuite il finissait par humilier nos parents. Il pouvait passer par une phase, donc différentes phases, les louanges, puis la phase d'humiliation, puis la phase de je te prends de ta position d'humilié et je te fais voir un univers ou en tout cas un horizon merveilleux, et tu dois accepter cette situation et tu dois comprendre pourquoi vous pouvez pas vous occuper de vos enfants vous-même, vous devez accepter ça, c'est votre karma. Donc il y a l'utilisation de tous ces différents concepts qui vont faire que il y a des parents, ils devaient sûrement se sentir eux-mêmes presque, ils devaient se sentir coupables d'avoir des sentiments que leurs enfants leur manquaient. Ils devaient peut-être se dire je pratique pas assez parce que si je pratiquais plus, eh ben j'aurais pas ce genre de sentiments. Comme si les liens d'affection primordiales qui doivent justement former les fondations de la relation d'un parent et d'un enfant étaient éradiqués au profit de je dois apprendre à vivre cette horrible situation, et si elle me fait souffrir, c'est que je n'ai pas encore compris, c'est que je dois pratiquer plus, c'est que et donc en fait les gens qui sont sur place, ils sont pas spécialement des amis de nos parents en quelque sorte. Ils sont les éducateurs, ils sont les responsables. Parfois souvent je dirais nos parents n'ont aucun contrôle sur comment va mon fils et comment va sa scolarité, tout ça n'existe pas, ça n'existe absolument pas. Et donc parfois, il y a effectivement des communications entre la prof de français et un parent parce qu'il y a un des enfants qui a vraiment trop de mauvaises notes, trop d'une manière consécutive, 1 ou 2 ou 3 années de suite, ce qui démontre justement que l'enfant a un problème. Hein, on est face à des enfants qui ont du mal à apprendre à l'école, etc. Ils se demandent pas, tiens, pourquoi est-ce que cet enfant ou ces enfants-là, pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des problèmes chroniques? Tu vois, ils se posent pas ces questions-là. Ils se disent juste, c'est des mauvais enfants, il faut faire du rattrapage. Et donc tu te retrouves en fait encore plus isolé des autres enfants parce que tu dois passer des heures de rattrapage pour rattraper l'école, toute une série de choses que tu n'as pas compris. Donc notre jour à jour, voilà, entre le temple du matin,
qui commençait très tôt, 5-6 heures du matin, et qu'on devait commencer à rejoindre à partir de nos 7-8 ans, et qui se passait tous les jours, au week-end compris, le samedi soir. Donc, rien que là, on est déjà à 4 heures de pratique quotidienne. Pour des enfants qui ont même pas encore 10 ans. Ensuite, en plus de ça, après, il y avait les arts martiaux, il y avait les travaux, ce qu'ils ont appelé par la suite les stages, qui étaient censés nous apprendre la vie réelle. Et donc, on s'occupait de tout. En fait, les enfants faisaient fonctionner le monastère. C'est-à-dire que le potager, les tables, donc s'occuper des vaches, etc., les poules, aller chercher du bois dans la forêt, faire toute la préparation du bois, des troncs, etc., pour que ça soit à la fin brûlé dans une cuisinière et que la bûche, elle rentre. Tout ça, c'était les enfants qui faisaient. Alors évidemment, il y avait un adulte qui supervisait. Mais il y avait un véritable travail quotidien, fait par les enfants, en bas âge. Voilà, moi j'ai été toute une période responsable du bois. Je peux t'assurer qu'il n'y avait pas un adulte qui travaillait. C'était le contraire. C'était nous, on devait prendre du bois, le conditionner, l'amener dans toutes les maisons, dans tous les endroits où il y avait un poêle, cuisine inclus, et c'était ça qui permet à faire que les repas étaient chauds. C'est ça qui faisait qu'il y avait de l'eau chaude. Pourriez-vous aussi nous parler un peu du but? Ils vous présentaient comme étant des guerriers, vous deviez vous endurcir pour survivre à la fin du monde. C'est une vision utopique, idyllique, appelée la pure terre, qu'ils nomment aussi Nimadzong. Oui. Oui, donc en fait, Robert Spatz, quand il humilie les parents en leur disant vous venez du samsara, enfin vous venez du monde extérieur, vous êtes intoxiqués par vos propres défauts, vos propres familles, vos héritages chrétiens. Donc il les humiliait, mais d'une façon mais vraiment assez phénoménale en fait. Il y avait personne qui se relevait, il y avait personne qui osait la voix, personne ne disait le contraire, personne ne se disait mais c'est quoi cette connerie. Tout le monde restait tête baissée, incliné. Et donc petit à petit, il fait venir cette idée que vivre sur le sol de Château de Soleil, de Nimadzong, c'est vraiment parce que on a un karma exceptionnel. On a vraiment des êtres privilégiés en fait. Et si nos parents ne comprennent pas ça, il faut qu'ils dégagent quoi. Et donc se crée une situation comme les parents, ils ont pas d'économie, ils ont pas d'exit en fait. Du coup, tu te dis, de toute façon, je peux pas sortir. Et si je sors, je vais vraiment me retrouver à la rue. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu te dis, merde, j'ai vraiment envie de sortir, mais j'ai pas de situation. Et mon fils, il est quand même là-bas, à 2000 kilomètres. Comment est-ce que je vais aller le chercher? Avec quelle voiture je vais aller le chercher? Quel argent pour payer l'essence pour aller de Bruxelles au sud de la France? Et donc, du coup, tes idées de révolte, ou en tout cas tes idées de se dire, putain, mais ça me convient pas cette histoire, j'ai envie de me casser, elles se tassent, elles se noie en fait. Et au début c'est très très dur. Je pense vraiment que énormément de ses parents sont traumatisés en fait, profondément traumatisés à un tel point qu'il faudrait des années de psychothérapie pour les sortir de là et qu'ils puissent reconnaître et ressentir en fait ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont nié. C'est-à-dire que quand on vit des traumas pareils et qu'on les nie, on est obligé de créer une surcouche, une forme de dissociation pour ne pas se jeter d'un pont, tellement l'affaire en fait tellement le vécu en fait est horrible. Et donc en fait ça faisait que tu tasses tes rêves de révolte en quelque sorte, ou en tout cas d'autonomie, de te barrer de là, et tu acceptes du coup ce qui vient, tu acceptes ton présent, parce que sinon ça devient juste intolérable. Et donc non seulement ils étaient humiliés, comme nous en plus de ça on était en quelque sorte glorifiés. Donc on allait être les enfants qui allaient passer la fin du monde. Donc on est soi-disant, dans ce que Robert Spatz, c'est des choses qui viennent du bouddhisme encore une fois. Donc l'âge noir, c'est la période actuelle, ça s'appelle le Kali Yuga. Et dans le Kali Yuga, on assiste à tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les 5 éléments sont pollués, il y a des guerres. Robert Spatz avait une espèce de vue cataclysmique en fait sur le monde qui nous entourait, mais déjà il y a plus de 40 ans. Hein. Donc il avait déjà cette vue cataclysmique de fin du monde, etc. Et Château de Soleil était était la terre pure, était l'endroit où toutes les horreurs du monde, elles allaient rester en dehors du périmètre.
et que les enfants, ils allaient être protégés en quelque sorte de tout ça, et qu'en plus de ça, de toute façon, quand ça allait être la fin du monde, eh ben, Château de Soleil, Nimazong, allait s'élever dans les airs. Et là, je cite Robert Spatz, hein, c'est pas sorti de mon cerveau tout seul. Château de Soleil allait s'élever dans les airs, et donc nous tous, on allait vivre à Château de Soleil, je sais pas, dans les airs. Et alors on allait traverser la fin du monde, et la Terre pure allait traverser toute cette période. Et alors à la fin de tout ça, il y aurait l'âge d'or. Ça, c'était un petit peu le gros schéma. Et donc nos parents, ben, ils devaient accepter le fait qu'ils étaient, et ça c'est de nouveau une citation de Robert Spatz, ils étaient chromosomiquement, c'est-à-dire que ils disaient carrément que c'était leur gène qui était intoxiqué. C'était pas juste leur vécu, c'était pas juste le passé d'où ils venaient, leur famille, leurs origines, leur culture. Non, c'était d'un point de vue de l'ADN, ils étaient malsains. Et que donc, ils ne pouvaient pas passer quoi que ce soit de bon à leurs propres enfants. Et donc, dans ces conditions-là, eh ben, l'éducation qu'il avait mise en place, le système d'éducation qu'il avait mis en place, et le fait qu'il était à l'origine de toute cette vision, que lui-même savait mieux que les parents, mieux que qui que ce soit d'autre, ce qui était idéal pour les enfants, eh ben, faisait en sorte que, à un moment donné, tous ces parents-là, ils ont abdiqué de leur discernement et de, on va dire, du guidon de leur propre vie et de la vie de leurs enfants. Et ils ont pris leur guidon, ils l'ont mis dans la main de Robert Spatz, ils ont dit, ok, conduis-nous là-bas, quoi. Et en fait, là-bas, c'était nulle part. C'est juste nulle part. Et ça permet à Robert Spatz d'avoir tous ces gens qui sont à ses bottes, qui suivent et qui délèguent leur vie, et la responsabilité de leur vie et des choix de leur vie, qu'ils les délèguent à Robert Spatz. Et lorsque Robert Spatz faisait une apparition au Château de Soleil, comment cela se passait-il et comment les enfants le considéraient-ils? Alors, quand Robert Spatz arrivait à Château de Soleil, et ça c'est des témoignages de contemporains de Robert Spatz, donc de contemporains de Robert Spatz qui ont connu Robert Spatz avant qu'il soit Lama Kunzang. Et donc c'était quelqu'un qui était habillé comme un bon petit bourgeois belge, bien fringué avec sa Range Rover ou d'autres voitures de luxe. Et c'est quelqu'un qui appréciait la bonne chair, les bons restaurants, les bons concerts, la bonne littérature, les armes. Voilà, ça c'est Robert Spatz. C'est tout un profil. On pourrait faire un épisode juste sur Robert Spatz. Mais alors très souvent il était habillé en civil en quelque sorte. Il était habillé en bon petit bourgeois belge. Et alors, avant d'arriver à Château de Soleil, donc avant de sortir de la route de Macadam et de monter sur la route de terre et de terre gravier qui montait jusqu'à la propriété, il se changeait. Il s'habillait légèrement plus, une espèce de drôle de mélange qui invoquait, parce qu'il y avait des tissus rouges, il y avait du blanc, du rouge, de l'orange, du jaune, donc il était toujours dans cette sorte de couleur-là. Et alors son style va évoluer, donc c'est vraiment, son style va évoluer en termes d'habillage et de la manière dont il se présente, mais les comportements des gens, eux, ils vont plus ou moins rester toujours similaires, c'est-à-dire que Robert Spatz arrive, les gens font tous des prosternations, donc ils se prosternent sur le sol, ils touchent avec leur front, ils touchent la chaussure de Robert Spatz, ou bien s'ils sont trop éloignés de lui, eh ben ils se prosternent juste et ils touchent la tête par terre. Donc ça c'est l'arrivée de Robert Spatz, déjà c'est aussi attendre Robert Spatz. Robert Spatz doit arriver à telle heure pour soi-disant donner un enseignement. Comme tout le monde était des mauvais élèves et des mauvais pratiquants, donc c'était ça. Il arrivait déjà avec 2 heures de retard. Et puis il expliquait que la raison pour laquelle il était en retard, c'est parce qu'il avait ressenti des énergies, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, et en fait c'était quoi? C'était des gens sur place, des responsables, des proches de lui, dans la hiérarchie de la OKC, qui lui racontaient les différentes choses qui se passaient, et lui il prenait le pouls en fait. C'est quelqu'un qui était extrêmement habile à prendre la température de l'endroit où il arrivait, et en fonction des nouvelles qu'on lui racontait, eh ben la manière dont il allait introduire ou s'introduire en face de toute la communauté allait changer. Et donc ça lui permettait en fait de tout savoir, ça lui permettait de récolter de l'information et de donner l'impression qu'il était omniscient, omniprésent, qu'il savait tout, qu'il y avait aucun secret dans les différents centres, parce que de toute façon, il était au courant de tout. Et ça, c'était un des mécanismes les plus utiles qu'il a utilisé, en fait, pour donner cette illusion, en fait, à tous ses parents, à tous ses adultes, que
il était au courant de tout et qu'il savait tout. Et donc les gens, voilà, c'était vraiment un asservissement face à Robert Spatz. Ensuite, il rentrait dans le temple, et là de nouveau tout le monde debout avec les mains jointes, avec la tête inclinée, comme ça, une sorte de rang par lequel il passait, toujours flanqué de Sayana, hein, qui était son espèce de disciple adepte, marâtre, maîtresse d'Akini, on sait pas très bien, et qui le suit de près, qui est sa servante, avec toujours avec ses cheveux comme ça devant elle, on la voyait à peine, et puis alors elle s'assoit misérablement à ses pieds, et puis elle va prendre note de tout ce que Robert Spatz raconte pendant ses monologues. Il y a d'autres théories comme quoi elle est aussi la personne en fait qui connaît véritablement la théorie en tout cas bouddhiste, et donc en fait sans elle Robert Spatz en fait n'aurait pas pu parler de bouddhisme. Parce qu'il n'en savait rien, il était juste un réparateur de TV qui n'avait aucune expérience. Donc, il y a vraiment de véritables étudiants bouddhistes, en fait, qui lui préparent ses contenus, en quelque sorte. Sauf que ça, dans la communauté, c'est une opinion qui n'est pas très répandue. Mais voilà, le monologue va se passer où une centaine de personnes vont être face à Robert Spatz, et il va les humilier, les remonter en les motivant avec la vision pour laquelle il est en train de faire tout ça, et les horreurs du futur qu'il est en train de voir, et donc les choix qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sont les bons choix, parce que comme il a vu le futur et il sait les horreurs qui vont se passer, ben c'est ça qui doit être fait, il faut qu'il leur fasse confiance, et donc t'arrives, tu te fais humilier, tu te fais engueuler, t'as envie de voir tes enfants, ou t'as envie de certaines choses, et ben tout ça, tu le mets au ballot, et tu rentres dans les rangs, et tu t'inclines, et après l'enseignement, tu rentres à ta tente, et tout le monde ressort du temple avec l'impression que le monologue de Robert Spatz était vraiment merveilleux, et ils ont tous une chose différente en tête par rapport à ce qu'ils en ont retenu, par rapport à ce qu'ils en ont ressenti, mais il y a une équivalence entre tout ça, c'est que tous, ils se sont soumis, tous, ils restent, engagés dans cette dynamique, et au bout de 2 semaines d'enseignement, toute mise en doute, toute révolte, toute pensée perturbatrice, on va dire, toute remise en question de ce qui est en train de se passer, tout ça est bien tassé sous des piles de conneries, et donc en fait à la fin du séminaire, les adultes retournent en Belgique, Robert Spatz part, et le vide, il y a toujours un vide quand Robert Spatz part, parce que tout d'un coup, le centre de l'attention a disparu, et la vie reprend son cours. Et alors, voilà, dans ces interactions avec les enfants, ça reste quelqu'un qui se montrait toujours très doux, très ouvert, très gentil. C'est vraiment quelqu'un qui je dirais, c'est vraiment le stéréotype en fait du véritable prédateur d'enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment, ce serait vraiment le prédateur qui donne un bonbon dans le sens de je te donne un bonbon pour te montrer que tu peux me faire confiance, mais ensuite je vais t'abîmer, quoi. Vous racontez qu'il était considéré comme omniscient, donc qu'il détient des pouvoirs surhumains. C'est non seulement ce qu'il prétend, comme c'était ce que les adultes nous racontaient. Donc les adultes se racontaient des mythes de Robert Spatz, qui aurait par exemple évité un accident dans sa Porsche en élevant la voiture dans les airs et en la faisant rouler sur un rail entre 2 autoroutes, et alors il aurait évité un accident. Il y a comme ça des tas de mythes de Robert Spatz. Robert Spatz qui monte sur une montagne instantanément, Robert Spatz qui saute je ne sais pas quelle hauteur, Robert Spatz qui casse un mur avec son poing. Enfin, il y a comme ça 36 000 choses en fait qui étaient rapportées par les adultes, des choses qui se passaient parfois dans des moments où en fait ils étaient bourrés, parce que ça on n'a pas raconté à Bruxelles, vu leur rythme quotidien de travail de 11, 12, 13, 14, 16 heures par jour. De temps en temps, pour un petit peu enlever la pression de la soupape, Robert Spatz organise dans sa demeure de la rue de la Sapinière, dans sa villa, il organise une fête. Et dans cette fête sont invitées toutes les ouailles de la communauté de Bruxelles, donc tous les parents. Et là, il va leur bourrer la gueule complètement. Et donc, il va mélanger tout ça avec un discours de Vajrayana, et que tout est permis parce que le maître a transformé l'alcool, ou le maître a transformé la viande, et donc on pouvait en manger, etc., etc. Donc il va balancer tout ça, il va leur bourrer la gueule, il va y avoir
des tas d'histoires entre eux, il y a des disputes, il y a plein de choses qui se passent comme il peut se passer dans n'importe quel rassemblement de plus de 50 personnes qui ont un petit peu trop consommé d'alcool. Et, et, et donc il y a des tas de choses qui sortent de là. Et entre-temps, quand ils repartent de la sapinière, bah ils se sentent calmés. Enfin, ils se sont bourrés la gueule, ils ont bouffé de la viande, ils ont bien mangé, ils ont bien rigolé. Robert Spatz est un excellent acteur, un excellent animateur, on va dire, de sa propre communauté. Et donc ils s'emmerdaient pas, à moins qu'ils soient mal vus. Si jamais ils étaient mal vus, alors là ils étaient carrément ostracisés, ils devenaient le paria. Si jamais quelqu'un avait été contre Robert Spatz, il était instantanément pariaisé, on va dire, par les autres membres, à un tel point que la personne, perdant tout son cercle social, perdant tous ses amis, en fait, qu'elle avait fini par créer au sein de cette communauté, souffrait d'une manière inimaginable et se retrouvait à quitter la communauté dans des conditions de souffrance difficiles et dans des conditions économiques et d'autonomie pour le moins rudimentaires, pour ne pas dire inexistantes. Et donc, pour revenir à Château de Soleil, ben, Robert Spatz, quand il organise ces soupapes qui leur permet un peu de lâcher prise, il va aussi le faire à Château de Soleil, mais d'une manière très différente. Donc c'est quelqu'un qui, 1992 par exemple, il organise des soi-disant initiations où il va nous faire passer par les 5 éléments, le feu, la terre, machin. Et en fait, il va distribuer de l'alcool. Ils vont faire une grande casserole avec de l'alcool, avec soi-disant des rilbous et des sortes de matières organiques qui auraient soi-disant été, on va dire, bénies en quelque sorte. Et donc ils mélangent tout ça à l'alcool et alors tout le monde fait la file, adulte comme enfant, hein. Tout le monde fait la file pour recevoir son petit shot. Et alors très tôt en fait, tu te rends compte, quand tu analyses la chose, tu te rends compte qu'en fait il familiarise les enfants, puis les adolescents et les adultes à l'alcool. Et d'ailleurs, il y a eu énormément d'alcooliques et de problèmes d'alcool au sein de la OKC, des personnes qui ayant accès à l'alcool dans les restaurants et les magasins, etc., ben, sont devenus vraiment ont vraiment traversé des périodes très très difficiles avec toute cette frustration en fait qui se terminait dans la noyade à l'alcool, on va dire. Et pour les enfants, alors évidemment à cette époque-là, voilà, on a encore tous mineurs et donc la dose est homéopathique, mais ça indique en fait différentes choses qui vont se passer par après, que ça se passe en Espagne ou au Portugal, où là les enfants, on leur met vraiment de l'eau de vie dans la gueule. Ils sont des jeunes adolescents. Ce sera le cas pour moi au Portugal, où on va se retrouver à boire de l'eau de vie à 80 degrés. J'ai 13 ans, c'est Robert Spatz qui organise tout ça, il y a des adultes qui sont là, personne ne remet quoi que ce soit en question. Il va y avoir des vomis partout dans les 4 coins du monastère. Au lendemain de cette situation, il va y avoir un animal mort tellement il a mangé du vomi et qu'il y avait de l'alcool dedans. Enfin, bref, des choses comme ça complètement inimaginables pour des enfants qui ont 13-14 ans. Et c'est Robert Spatz qui organise tout ça avec le secrétaire général de l'OKC qui est là, avec ses musiciens, avec sa troupe. Hein, il a toute une troupe autour de lui d'assistants et c'est comme ça, ils sont tous complices de cette situation et forcément de ces situations où des enfants ou des jeunes adolescents se retrouvent imbibés d'alcool, eh ben ils vont aussi repérer qui est-ce qui peut être mis au service direct de Robert Spatz pour ensuite être abusé sexuellement, en tout cas quand c'était fini.